Bienvenue à tous. On est ensemble dans Europe Midi et vous avez la parole au 39-21 après le chèque inflation, le chèque énergie et la remise sur le prix de l'essence à partir du 1er avril. Voici l'augmentation des salaires des fonctionnaires promise par le gouvernement à partir de cet été. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires? J'attends vos appels au 39-21. On sera avec Hélène qui habite Grenoble dans un instant. Carl Olive est avec nous, maire de Poissy, soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Carl Olive. Bonjour Main des Armes. Et on est avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Bonjour Hugo Bernalicis, monsieur le député. Carl Olive, pourquoi faire cette annonce à quelques semaines de la présidentielle ? D'abord, il y a un sujet d'inflation qu'on n'a pas connu depuis 1991. Vos journalistes le disaient à l'instant, Romain des Arbres, à juste titre. On est à 3,6% aujourd'hui, ce qui va être confirmé d'ici quelques semaines. Cet indice, il a été gelé depuis 2016. Et je dirais que quand on parle de la revalorisation des fonctionnaires, on pourrait évidemment en amont parler de la revalorisation de évidemment l'ensemble des travailleurs. Moi, je le vois bien dans ma collectivité, 40 000 habitants, 854 agents. On a Poissy dans les Yvelines. Dans les Yvelines. On a ce qu'on appelle un GVT, un glissement vieillesse technicité, qui représente à peu près 1,2% tous les ans. Là, l'idée, c'est effectivement plutôt sans condition de ressources, on va dire, de pouvoir à la fois c'est-à-dire automatiquement, les salaires dans votre ville augmentent d'1,2%. Partout en France. Oui, c'est ça. Okay, globalement, partout en France. Ouais. C'est pas considéré comme de l'inflation. Aujourd'hui, la différence, c'est que ce que le gouvernement propose, c'est que l'ensemble des fonctionnaires puissent être augmentés. Quelque chose qui a d'ores et déjà été validé, puisque jeudi dernier, les représentants des employés notamment ont été reçus avec l'AMF, les petites villes de France, avec France Urbaine, qui est dans une diversité, on va dire, politique. Bon, vous dites que c'est donc technique, il y a de l'inflation, on fait cette annonce. Je mettrais juste un tout petit ajustement, si je peux me permettre, Romain des Arbres, c'est que moi je crois aussi au mérite dans le travail. C'est bien d'augmenter tout le monde, mais j'aimerais aussi que certains de mes agents fonctionnaires puissent être augmentés selon la qualité, la présence au travail, par exemple. Ça, on va en débattre avec les auditeurs. Vous allez voir, il y a des témoignages étonnants qui vont faire réagir. Hugo Bernalicis, vous êtes satisfait par cette annonce ? Non. On serait satisfait si on avait proposé une augmentation du point d'indice pour faire un rattrapage du gel depuis, non pas juste 2016, mais depuis 2010, parce que 2016, c'est l'exception qui vient confirmer la règle, du gel depuis 2010. Là, on voit bien que effectivement, ça a été annoncé, en fait, vous venez de le dire. C'est une mesure qui est prise vis-à-vis de la conjoncture économique, de l'inflation, et donc parce que sinon, il va y avoir un décrochage énorme, en fait, du pouvoir d'achat des fonctionnaires qui est déjà grevé chaque année. Quand vous avez un gel et 2% d'inflation, bah oui, vous avez une perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires, et ça depuis 2016 et même depuis 2010. Donc, bien sûr, on prend l'augmentation du point d'indice, tant mieux. Alors attention, c'est pas fait, c'est à partir de cet été. Donc il faut que la majorité soit donc en fait, en réalité, ce qui va se passer, comme nous allons remporter l'élection présidentielle, c'est qu'effectivement, en juillet prochain, il y aura une loi de finances rectificative pour faire le rattrapage du gel du point d'indice. Et parce qu'on le doit aux fonctionnaires. Ils font bien leur travail et leur rémunération, elle doit augmenter parce que c'est aussi de la consommation populaire demain dans le pays pour relancer l'activité économique. Et on a vu que c'est ça qui fonctionnait. On l'a vu depuis les Gilets jaunes, d'ailleurs. Ça a été un épisode économique assez intéressant de vérifier cette hypothèse macroéconomique là. Et ensuite, sur la question des primes, mais attendez, je suis désolé, mais vous inventez l'eau tiède là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a déjà des rémunérations à l'activité, à la performance ou aux primes dans les 3 fonctions publiques. Après, si vous voulez pas, vous, dans votre commune, l'utiliser, ça vous regarde. Moi, j'y suis pas favorable à ces rémunérations-là. Vous me permettrez de vous répondre quand même. Parce que vous répondrez, mais il n'y a pas de difficulté avec ça. C'est juste qu'en fait, on voit bien que mettre en place des primes au mérite à la fin, n'a pas augmenté la productivité dans la fonction publique. Tous les rapports en ont fait la démonstration. Tous les rapports, les livres blancs, il y en avait déjà eu en 2014, il y en a eu successivement. Donc à un moment donné, ce qu'il faut, c'est que les gens ils font leur travail, on les paye correctement, et puis c'est tout. On va joindre Hélène. Bonjour Hélène. Vous habitez Grenoble, vous êtes famille d'accueil pour personnes âgées. C'est ça votre métier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis fille de fonctionnaire et femme de fonctionnaire. Donc, je suis bien placée pour connaître un petit peu ce qui se passe. Donc, mon intérêt, effectivement, c'est que on soit augmenté, mon mari soit augmenté, affiné. Votre mari est prof, il est enseignant. Il est enseignant. Et effectivement, il me disait tout à l'heure qu'il n'a pas été augmenté depuis 2010, concrètement, au niveau du point.
Mais moi, je suis assez d'accord pour que les gens soient augmentés au mérite, mais pas sous forme de prime, sous forme de salaire net. Parce que dans la fonction publique que j'ai côtoyée moi aussi par le passé, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'absentéisme. C'est plus facile pour un fonctionnaire de s'absenter de son travail que quand on travaille dans le privé. Et du coup, je me dis que c'est assez injuste quand même qu'il n'y ait pas cette augmentation par rapport à l'assiduité et aussi à l'investissement que les fonctionnaires se font dans leur travail. Oui, c'est-à-dire que vous dites que qu'on travaille bien ou qu'on travaille pas bien, quoi qu'il arrive, on a son avancement et son augmentation générale. Ça se passe pas comme dans le privé où ça se fait peut-être un peu plus au mérite. Oula, Hugo Bernalicis va s'étouffer. Mais c'est faux, mais c'est faux. La réalité, c'est qu'il y a des primes, y compris dans l'éducation nationale. Si vous faites tel type d'astreinte, si vous occupez de plus petites classes, si vous faites des heures après vos heures de cours, vous avez des primes en plus. Ça existe déjà. Le truc, c'est que ça ne fonctionne pas en plus. Donc, à un moment donné, qu'on dise, écoutez, on va niveler par le bas parce que regardez, dans le privé, ils sont moins bien traités, donc faisons ça. Et en plus, même ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est moins bien traité dans le privé. On est moins bien traité dans la fonction publique. Et les enseignants, c'est le bon exemple. Ils sont les moins bien payés, parmi les moins bien payés d'Europe. Il serait temps de revenir un peu au niveau. On a besoin d'enseignants bien payés, qui viennent travailler, qui soient heureux de venir travailler et qui fassent leur travail. Merci Hugo Bernalicis, vous restez bien évidemment avec nous. On est également avec Carl Olive, maire de Poissy, qui va répondre, qui va réagir évidemment juste après le rappel des titres. Et merci beaucoup à Hélène qui nous a appelé. On ira également à Nancy et en Seine-Saint-Denis juste après, dans quelques instants. À tout de suite. Romain Desarbres. Il est 12h30 pile, bienvenue à tous, bienvenue dans Europe Midi. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Émilie Dez. Un couvre-feu de 35 heures imposé dès ce soir à Kiev, la capitale ukrainienne bombardée à plusieurs reprises. Aujourd'hui, au moins 3 fortes explosions ont été entendues dans le centre. Une frappe contre un bâtiment de 15 étages a fait au moins 2 morts au sud-est du pays. L'aéroport de Dnipro a été bombardé. Les autorités régionales déplorent des destructions massives. Les pourparlers vont reprendre aujourd'hui entre les délégations russes et ukrainiennes. Chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, assure l'UNICEF. Près de 3 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays. Les ministres européens de la Santé se réunissent aujourd'hui à Paris pour établir un plan d'accueil. Les dépôts pétroliers de Lorient et de Brest bloqués. Une action des transporteurs, des agriculteurs et des pêcheurs pour dénoncer la hausse des prix des carburants. L'état de santé d'Yvon Colonna est gravissime. Il n'est jamais sorti du coma, assurent ses avocats qui veulent déposer une suspension de peine pour raison médicale. Salah Abdeslam, de nouveau interrogé aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre, cette fois sur son rôle dans les préparatifs des attaques entre août et novembre 2015. Et puis le Tarn et la Haute-Garonne en vigilance orange au vent violent. On attend des rafales jusqu'à 110 km/h sur le midi toulousain, jusqu'à 120 km/h sur la montagne noire. Émilie Dez, merci Émilie. Prochain point sur l'actualité avec vous à 13h. Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. Europe Midi avec Carl Olive, maire de Poissy, soutien d'Emmanuel Macron, et Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, soutien évidemment de Jean-Luc Mélenchon. On parle de l'augmentation des salaires des fonctionnaires promise par le gouvernement à partir de cet été. On en parle et on parle également des salaires du revenu au mérite. Voilà, et là ça va être une augmentation générale, revenu au mérite. Vous vouliez réagir, Carl Olive? Oui, à la question de votre auditrice qui, à juste titre, parlait justement de ce mérite. Hélène, en 2014, quand j'arrive à la collectivité à Poissy, on a 1054 agents et on a 20 jours par an par agent d'absentéisme, qui est 2 points ou 3 points supérieur à la strate de moyenne, qui correspond à 2 millions d'euros directement imputables sur le budget de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place, parce que c'est bien beau de parler de pouvoir d'achat, il faut aussi mettre en place l'amélioration des conditions de travail. En mettant en place un dispositif qui permet de donner du sport aux agents dans le cadre du temps de travail, on fait baisser cet absentéisme de 750 jours. En débloquant effectivement le GVT, donc on en parlait tout à l'heure, le point qui tous les ans permet aux collègues d'être augmenté, en débloquant aussi, et j'y crois, des primes par rapport au mérite et par rapport à moins d'absentéisme, on s'aperçoit qu'on est sur un contrat gagnant-gagnant. Et cette
c'est important ce contrat gagnant-gagnant. Parce que, encore une fois, pourquoi typiquement depuis 8 ans on n'augmente pas la pression fiscale? C'est parce que les agents de la collectivité, les 854 agents, ont aussi accepté de relever le défi avec le même niveau de service à la population et un investissement record. On y viendra peut-être sur le développement économique, parce que si on pense encore aujourd'hui que les mamelles de la République financière sont les collectivités, villes, départements, régions, alors on se met un doigt dans l'œil. Il faut absolument jeter son dévolu sur le développement économique, parce que, et j'en terminerai là, les créateurs de richesse sont bel et bien les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Et les salariés qui travaillent, qui la produisent la richesse. C'est ce que je viens d'expliquer, cher monsieur, qui permet notamment à Poissy de ne pas faire de politique et de faire 75% aux dernières élections. Francis, vous habitez à Nancy, vous avez 60 ans, vous êtes professeur vacataire. Merci d'avoir appelé le 3921, merci de réagir dans Europe Midi. Vous êtes pour ou contre la réévaluation du point d'indice, vous ? Forcément, bonjour à tous. Bonjour. Toute augmentation est toujours bonne à prendre. Maintenant, il faut se mettre quand même dans le contexte qu'on est tout proche d'une élection. Il y a à peine 2 mois et demi, Amélie de Lombard de Montchalin, notre ministre de la fonction publique, nous expliquait qu'elle ne toucherait pas au point d'indice, qu'on ferait des mesures ciblées. Et puis, comme on est à quelques semaines d'une élection, il est toujours bon d'essayer d'aller gratter quelques voix par-ci par-là. Alors, ce qu'elle dit ce matin chez mes confrères du Parisien, je vois que vous avez donné le nom complet de notre ministre, vous êtes très bien informé. Elle explique ce matin dans le Parisien que la situation a changé, et c'est pour ça que l'inflation est très forte. Voilà pourquoi elle fait cette proposition. Et c'est sûr que de toute façon, quand on se contredit d'une semaine sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, il faut trouver une explication. Sinon, elle va passer pour quelqu'un de pas sérieux. Donc, il faut nous sortir l'inflation. Mais l'inflation, elle existait avant l'intervention en Ukraine. Ça fait quand même des mois et des mois que on nous explique qu'il y a une hausse des matières premières due à la reprise mondiale, etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir avec le contexte qui a changé. L'inflation, elle est là depuis au moins 2 ans, et pour les gens qui suivent ça d'un peu près, elle est latente depuis plus longtemps que ça encore. Donc, si je vous suis, Francis, vous êtes plutôt pour, forcément, mais vous dites que c'est une mesure électorale et c'est pour ça que ça a été annoncé à quelques semaines de la présidentielle. Tout ce qui va nous être annoncé sur votre antenne d'ici le premier tour et entre le premier et le deuxième tour n'est que purement électoraliste. Évidemment que chacun, il y en a une qui va supprimer 150 000 emplois, qui est critiquée par Emmanuel Macron, qui lui-même avait annoncé en 2017 qu'il allait supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires, etc., etc. Donc on est dans une espèce de course à l'échalote de celui qui va nous annoncer les choses les plus intéressantes pour aller grappiller de ci, de là quelques voix. Votre invité disait tout de suite, ça fait 8 ans qu'on ne fait pas de pression fiscale, peut-être dans sa collectivité, mais ça fait 8 ans qu'on a un nombre de gens qui tombent dans la pauvreté dans notre pays très important. Alors, est-ce que c'est lié à la pression fiscale? Est-ce que c'est lié aux mauvaises politiques des uns et des autres? Est-ce que c'est lié à notre coût du travail trop élevé? Est-ce que c'est lié... Chacun trouvera des explications pour dire ça, mais dans qu'on appelle la 6e puissance, ou 7e maintenant, ou peut-être 8e, ou peut-être 18e si on tient compte de l'endettement, puissance économique du monde, approcher les 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est quand même pas très brillant, pas très reluisant pour les politiques qui ont été menées. Donc on peut faire tous les discours qu'on veut pour aller gratter une voix par-ci, une voix par-là. Je pense qu'il y a une réalité que les Français vivent au quotidien et qui est très très loin de ce qu'on a pu entendre hier soir sur TF1 pendant les interviews des différents candidats. Merci beaucoup, Francis. Prof vacataire à Nancy. Qu'est-ce que vous lui répondez, Carl Olive, à Francis? On écoute. Je réponds simplement que la réalité du terrain fait que au moment du confinement, s'il n'y a pas le plan de relance, le quoi qu'il en coûte, on a quasiment 30% de commerces et de restaurants qui ferment, et on se retrouve avec autant de personnes sur le chemin. Ce que je peux dire, c'est que quand on a une inflation qui est à peu près à 2% jusqu'à encore quelques mois, et qui passe aujourd'hui à 3,6%, c'est pas une inflation qui est préélectoraliste, c'est la réalité du terrain. Et encore une fois, quand on a un prix du baril qui est à $111 une semaine et qui passe à $128 la semaine suivante, c'est pas une question, encore une fois, d'élection, c'est la réalité du terrain. Alors
Alors on peut rester sans rien faire, on peut rester les bras ballants, ou alors effectivement être acteur de ces décisions, les assumer. Et je crois que c'est la décision qui a été prise à la fois par Amélie de Montchalin et par le gouvernement. Je suis pas sûr qu'avec ce type de décision, il y ait beaucoup de gens qui soient contre. En tout cas, ce que je sais, c'est que typiquement sur le plan de relance, combien encore une fois, de chefs d'entreprise, petites et moyennes, et donc de salariés pour leur pouvoir d'achat, se sont félicités des décisions conjoncturelles de l'État. Il faudrait augmenter les fonctionnaires qui travaillent, dit Anetim. C'est un pseudo sur les réseaux sociaux, sur le réseau social qui est Twitter. Vous connaissez des fonctionnaires qui ne travaillent pas, vous ? Écoutez, moi, à titre personnel, je sais pas, mais ça se dit qu'il y en a qui travaillent un petit peu moins. Il faut le répéter, il faut regarder, est-ce que c'est la réalité ? On dit absentéisme. C'est marrant parce que, regardez comment les termes sont faits. L'absentéisme est plus élevé dans la fonction publique, Hugo Bernalicis. Ça dépend en plus dans quelle fonction publique, si c'est la territoriale, si c'est l'hospitalière, si c'est chez les policiers, si c'est chez les profs, etc., etc. Donc tout ça, on peut globaliser, mais ça n'aide pas franchement. Mais il y a une question qui se pose quand même. C'est quoi l'absentéisme ? C'est celui qui dit « Ah ce matin, j'ai pas envie d'aller au boulot, tiens, je vais rester à la maison. » Ça existe. Oui, ça existe. Mais le gros des jours d'absentéisme dont on parle, ça s'appelle des arrêts maladie. Et vous avez vous-même dit dans votre intervention que s'il y avait quelque chose à améliorer, la manière de lutter contre l'absentéisme, c'est améliorer le cadre de travail, les conditions de travail. Ouais. Restons sur les enseignants. Vaut mieux voter pour un programme comme celui de Monsieur de Mélenchon, qui vous propose de faire en sorte qu'on atteigne l'objectif de 19 élèves par classe. Parce qu'un des facteurs de démotivation pour les enseignants, c'est quand vous êtes avec 30, 32 gamins, que vous n'arrivez pas à les aider, vous n'arrivez pas à faire votre métier correctement, et qu'en plus, ça vous génère du stress, de l'anxiété, vous finissez par être en arrêt maladie. C'est pareil pour les soignants. Est-ce qu'on manque de soignants dans le pays ? Évidemment. Pourquoi il y en a plein qui ne travaillent plus alors qu'ils ont eu la formation, qui sont infirmiers, qui sont aides-soignants, qui sont certains médecins, qui ont arrêté, qui ont jeté l'éponge. Parce que les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier n'est pas satisfaisante pour eux-mêmes et pour les gens dont ils ont à s'occuper. Donc, réglons ces problèmes-là concrets, sur les professeurs, et vous verrez que l'absentéisme mécaniquement diminuera. Sur les professeurs, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux d'augmenter nettement, très sensiblement les salaires des professeurs, mais qu'il y en ait moins, qui travaillent un petit peu plus, qu'ils acceptent une rentrée à la fin du mois d'août et pas par principe qu'il faille que ce soit absolument en septembre. Je peux me permettre, juste pour dire que je suis en phase avec ce que dit monsieur sur effectivement le moins d'élèves dans les classes. C'est ce qui se passe, c'est aussi ce qui a commencé à se passer, sur le dédoublement des classes qu'on peut voir dans certains quartiers qu'on dit populaires, quartiers en politique de la ville. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Moi, mais on a fait tirer la langue à la ruralité en contrepartie. Laissez-moi terminer. Et moi, je serais favorable à ce qu'on élargisse cette décision. Je serais favorable à ce qu'on élargisse cette décision pour, y compris dans des quartiers entre guillemets plus riches, y compris dans la ruralité, on puisse avoir le même décision. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enseigner à 12 élèves ou à 30 élèves, c'est différent. Et je crois pour cela qu'il faut qu'on arrête effectivement, et je pense qu'il y a un point d'amélioration à avoir, à mettre des murs entre les uns et les autres, plutôt que de créer des passerelles, qui est le sentiment qu'on peut avoir parfois sur le terrain. Donc il faut plus de profs. Il faut mieux de profs. Quand je dis mieux de profs... Non, faut arrêter avec ça. Attendez, avec l'efficience, je sais pas quoi, avec moins on va faire mieux. Enfin, on voit bien qu'avec moins on fait moins bien. Non. Mais si, dans 100% des services publics, c'est le cas. Excusez-moi monsieur, mais moi, dans ma collectivité, on a diminué de 200 collègues agents parce qu'on était sur une strate qui n'avait pas besoin d'avoir 200 agents supplémentaires. Et pardon, ça fonctionne très bien. Mais où je vous rejoins, c'est qu'on peut pas demander de l'absentéisme en moins si on n'a pas des conditions de travail en amélioration. Et ça, c'est vraiment un équilibre à avoir. Et arrêtons de stigmatiser. Donc c'est pas le mérite. Arrêtons de stigmatiser les fonctionnaires. Moi, cette décision que je prends en 2017 de donner du sport aux agents dans le cadre du temps de travail, je me fais houspiller par mes anciens amis LR qui me disent mais t'es complètement farci, tu vas donner du sport à tes agents alors qu'on veut virer des fonctionnaires. Oui, et je vous emmerde, ce que je leur avais dit. Et à l'arrivée aujourd'hui, on est sur un contrat gagnant-gagnant et on est la première ville de France à avoir obtenu ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire donner du sport aux agents, baisse de l'absentéisme et surtout, je le redis aussi, 65% de représentants de la gente féminine qui participent. Juste avant la pause pub, justement, Gabriel Attal n'a pas exclu ce matin que le candidat Emmanuel Macron propose de conditionner le RSA à un minimum d'activité. Pas de RSA si vous n'avez aucune activité, selon une logique, je cite, des droits et des devoirs. Emmanuel Macron devrait en parler lors de sa conférence de presse jeudi. C'est une conférence de presse jeudi, c'est pas un débat les candidats les uns face aux autres, c'est les candidats
En tout cas, là, c'est le candidat Emmanuel Macron face aux Français ou face aux journalistes, mais pas face aux autres candidats. Allez, on en parle dans un instant. Il a peur peut-être. C'est ce que vous dites, Hugo Bernalicis. On va en débattre dans un instant. Il peut. 12h43. Deuxième tour, il coupera pas. Hein. À tout de suite. Europe Midi. 12h47, Emmanuel Macron va donner une conférence de presse jeudi pour présenter son programme de candidat. Il n'y aura pas de débat, il pourrait se confronter aux autres candidats, ça ne serait pas fou. On est en démocratie. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron doit débattre? On en parle avec vous au 39-21. On sera avec Franck dans un instant. Carl Olive, vous avez organisé une rencontre avec des Français dans votre ville, hein? Lundi soir, il y a 10 jours, enfin il y a une semaine. C'était pas vraiment un débat. On peut pas dire que c'est un débat. Il n'a pas été très attaqué, le président de la République. D'abord, très critiqué. Poissy, c'est le calque du pays. Les résultats de Poissy en 2017 sont à peu près les résultats du pays. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon fait exactement le même résultat à Poissy qu'il fait à l'échelle nationale, même taux de participation, etc. L'idée, c'était de faire un schéma que le président apprécie, c'est-à-dire être en confrontation directe avec les Français, sans thématique particulière, avec des questions où on sait que le président va, et on l'a su le matin avec les parrains et les élus, axer son discours autour de 3 piliers, à la fois l'école, à la fois la santé et à la fois sur les institutions. Et le soir, à l'arrivée, qu'est-ce que le président a annoncé? Il a annoncé effectivement un certain nombre de mesures sur le pouvoir d'achat, après avoir eu des questions sur l'augmentation de l'essence. Ce que je peux vous dire, et c'est ce que je lui ai dit, c'est un exercice qui est particulièrement efficace, où les convertis ou les latents, comme on dit, qui se sont pas encore positionnés, ont pu faire la bascule. C'est ce qui s'est passé à Poissy. Je vous donne juste un exemple. Il y avait à peu près une quinzaine d'LR qui soutenaient Madame Pécresse et qui ont basculé pour le président. Donc voilà, ça fait partie. C'est des exercices qui sont c'est des exercices qui sont très concrets et efficaces. Hugo Bernalicis, ça vous manque le débat? Vous pensez vraiment, sincèrement, honnêtement, que le président de la République doit aller débattre face aux 11 autres candidats? Regardez hier, vous avez vu peut-être les scores d'audience sur ce qui s'est passé hier sur TF1. Oui, 4 millions d'eux, bon. Alors que le débat, c'est entre 7 et 8 millions, en fait, quand il y a un vrai débat, une vraie confrontation. C'est ça que les gens ont envie d'avoir. C'était pas fou hier soir. Parce que c'est pas un débat. C'est une succession d'interventions. Voilà, fin d'histoire. Donc si on veut intéresser les gens, si on se dit que c'est important qu'il y ait le moins d'abstention possible et le plus de participation, alors oui, il faut aller dans l'arène. Faut aller sur un débat, sur un plateau. Parce que faire son truc dans son coin, c'est juste vendre que allez, on reprend les mêmes, on recommence, on fait 50 plus. Bon, à la fin, ça risque de se retourner contre le président de la République, je pense, contre le monarque, comme je l'appelle, et comme il est convenu de l'appeler maintenant. Et il endosse parfaitement ce rôle de monarque. Il dit, moi, je suis au-dessus de la mêlée, je suis en train de gérer une guerre, j'ai géré une pandémie, humilité, on n'y croit pas trop. Hugo Bernalicis, pourquoi il irait débattre? Il est à 30% d'intention de vote dans les sondages, dans tous les sondages. Mais pour ce que je viens de vous dire, s'il croit que la démocratie c'est important, s'il croit que la participation c'est important, s'il croit qu'il faut se forger une opinion dans la contradiction et de la confrontation, alors il faut qu'il vienne dans le débat. S'il croit simplement qu'il doit être réélu, alors effectivement, il a qu'à continuer comme ça. Et c'est bien avec ça qu'on veut rompre en passant une 6ème République. Cette figure du monarque tout-puissant qui peut, au gré des circonstances, se voir crédité de 10 points de plus dans les sondages parce qu'il y a une guerre. Bon, alors que 2 semaines avant, il était encore à 21-22. Peut-être 2 remarques par rapport à ce que vous dites. Oui. D'abord, la première, c'est que, et M. Mélenchon fait partie, avec les meetings qu'il a pu faire. Moi, je salue les meetings de M. Mélenchon. Vous voyez, je vous le dis, je suis soutien d'Emmanuel Macron. Je salue les meetings de M. Mélenchon. Pourquoi? Parce que M. Mélenchon, il va proposer ses idées et son projet pour la France. Qu'ont fait les autres candidats? Ils ont passé leur temps à taper comme des sourds sur le président de la République. À l'arrivée, ou sur nous aussi. Attendez, oui, sur moi aussi. Et qui continuent à le faire. Non, mais qui continuent à le faire, ça fait monter le président. Et tant mieux. Deuxième chose, il faut aussi, pardonnez-moi, savoir d'où on vient. Monsieur Mélenchon, il me semble que c'était un apôtre zélé de Monsieur Mitterrand. Fut une époque en 1987. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Monsieur Mitterrand a débattu avec ses candidats? La vérité, non, c'est un problème. La vérité est que non. Donc on peut tout imaginer. Le général de Gaulle disait cette élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. Je pense aux États-Unis, il y a un débat. Il y a eu un débat Trump-Biden avant. Mais il y aura un débat, il y aura effectivement un débat. Non, mais avant l'élection. Mais il y aura un débat éventuellement c'est une démocratie. Il y aura un débat au 2e tour. Il y aura un débat au 2e tour. Ça peut exister. Pourquoi voudriez-vous aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, que Emmanuel Macron, qui, et disons-le, fait des exercices qui sont un peu inédits et impose son timing, continuerait pas à pouvoir le faire avec les résultats qu'il peut. C'est son droit le plus strict. Qu'il peut obtenir.
C'est son droit le plus strict. Encore une fois, que les opposants fassent plutôt le programme et présentent leur projet pour la France, plutôt que de taper sur le président depuis 6 mois, pas depuis une semaine, depuis 6 mois, comme des sourds. On est avec Franck, architecte dans le Var, 52 ans. Bonjour Franck, merci de nous avoir appelé au 39 21. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Emmanuel Macron doit rentrer dans l'arène et aller confronter son programme et aller affronter les autres candidats ou pas? Oui, mais au deuxième tour. D'accord. Parce que qui a inventé la nouvelle règle qu'il fallait absolument que ça existe avant le premier tour? Ça n'a jamais existé. Alors si on doit parler de monarque dans la Ve République, on a eu le général de Gaulle et François Mitterrand avant. Faudrait pas oublier non plus dans la façon de gérer le pays. Donc que les oppositions sont électeurs, je suis fatigué d'entendre toujours des mêmes débats sur des sujets qui n'ont pas de sens. Quand on nous parle du chômage, quand on nous parle de la croissance, peut-être que M. Mélenchon aura des positions à prendre sur l'état du chômage en France aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'il est meilleur qu'avant le mandat précédent. Restez bien avec nous. Hugo Bernalicis, vous entendez, Franck, il dit c'est un débat qui n'a pas de sens. Voilà. Ah, mais nous, ça ne nous empêche pas de faire campagne, qu'ils ne viennent pas dans le débat. Vous me demandez si je préférais qu'ils soient dedans dans la confrontation dès le premier tour. Oui, je préférais. Je pense que les Français préféraient, en fait, au-delà de mon avis personnel et particulier. Et qu'on voit bien qu'il n'est pas à l'aise pour être en confrontation avec d'autres candidats sur un plateau et où il s'en fiche. Et c'est dommage de s'en fiche de la démocratie. Et effectivement, mais attendez, moi, il y a un truc qui n'a pas été appliqué dans le programme commun, il n'y a pas que celui-là, mais il y a notamment ça qui n'a pas été appliqué dans le programme commun de François Mitterrand, c'est le passage à une 6ème République, qui était une proposition sur laquelle les gens se sont votés. Mais moi, je ne fais pas en fonction de ce que les précédents n'ont pas fait, mais de ce qu'il faudrait faire pour l'avenir du pays. Franck, c'est ça qui est important et qui est essentiel. Sur le chômage, c'est pas vrai qu'il a réduit. Ça fait partie des éléments de langage du gouvernement, du gros mensonge. Quand vous regardez le halo de chômage, pas celui au sens du Bureau international du travail, vous avez 6 millions de personnes qui sont concernées et la précarité galopante et le nombre de pauvres dans ce pays qui n'a jamais cessé d'augmenter. Franck, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Oui. Vous savez déjà? Je sais déjà. Je peux vous le demander ou pas? Bien sûr, je suis absolument pas un fan du gouvernement, mais je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour. Parce qu'il faut arrêter de voter pour des égos qui viennent de gauche ou de droite, ça suffit. Discutons des vrais sujets. Donc on parle de débat, débattons avec des arguments et des éléments factuels, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Que ce soit à droite comme à gauche, on n'a que des positions, des postures, ça suffit, on n'est pas des enfants. Une quarantaine de livrets, des plans. C'est la démocratie, ça, non? C'est la démocratie, c'est-à-dire on propose, on fait les propositions, et puis après, chacun vote bien pour qui il veut, heureusement. Merci beaucoup, Franck, de nous avoir appelé. Franck dans le Var, Franck qui est architecte. Voilà, on échange. Vous vouliez ajouter quelque chose, Hugo Bernalicis? Non, mais c'est que moi, je pense qu'il est temps de rompre avec ces institutions qui font qu'à la fin, on est dans cette situation-là, de reconduite d'un monarque parce qu'il est en situation de force et qu'il est en situation de dire « j'en ai rien à faire de vos débats » ou dit autrement, je vous emmerde. Et ben nous aussi. Carl Olive, c'est pas très élégant. C'est le grand dépassement pour le grand rassemblement auquel on aspire. L'intervention de votre auditeur allait dans ce sens-là. C'est la France qui gagne et c'est la France du bon sens. Carl Olive, maire de Poissy, soutien d'Emmanuel Macron. Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, soutien évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous de nous avoir appelés au 39 21. Vous avez la parole tous les jours sur Europe 1. On se retrouve demain à midi pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est Elisabeth Assayag pour La France bouge. Très bon après-midi sur Europe 1. À demain.